Holly Dunn a 20 ans. Elle a quitté la maison familiale pour aller étudier à l'université du Kentucky. Là, elle fait la connaissance de Chris Meyer. Chris Meyer était mon meilleur ami. L'homme le plus gentil, le plus adorable qui soit. On a dépassé le stade de simple ami et on sortait ensemble depuis environ 3 mois. Chris et moi, on était à une soirée. On ne s'amusait pas vraiment, alors on est allé se promener du côté des voies ferrées. On s'est assis, on a bavardé. Puis on s'est relevé. Un homme a surgi de derrière une armoire électrique. Je vous en prie, non! Il a menacé Chris avec une arme. Un pic à glace ou un tournevis, quelque chose de pointu. Sur le moment, on a cru qu'il en voulait à notre argent. Alors on lui a dit, allez-y, prenez nos cartes de crédit, prenez notre voiture. Il a d'abord attaché les mains de Chris. Puis il est venu vers moi, il a pris ma ceinture et m'a aussi attaché les mains dans le dos. Et là, j'ai pensé, ce type ne compte pas nous voler. Il a attrapé Chris par la chemise et il l'a traîné. Je voyais que Chris souffrait. Le type l'a traîné sur les pierres jusque dans le fossé à côté des voies. Je l'ai suivi à genoux. Il nous a demandé de nous allonger dans le fossé. Je n'ai pas cessé de le fixer du regard. J'ai mémorisé son visage, le tatouage qu'il avait sur le bras. Je pensais, si tu as une cicatrice, je m'en souviendrai. Et je me souviendrai de ton visage. Parce que si je survis à tout ça, je te retrouverai. Les dernières paroles que m'a adressées Chris ont été « ça va aller ». Quatre heures plus tard, Holly Dunn est à l'hôpital entre la vie et la mort. Elle a été violée, frappée et laissée pour morte. J'avais la mâchoire et une arcade fracturée, des coupures à l'arrière de la tête pour lesquelles on m'a mis des agrafes et des coupures sur le visage. Les gens avaient pour consigne de ne pas me parler de Chris. J'ai seulement dit « Chris est mort, c'est ça ?» Et mon père m'a répondu « Oui, il est mort ». Les policiers de Lexington vont voir la jeune fille à l'hôpital. Bien que faible et traumatisée, elle parvient à leur donner une description suffisamment détaillée de son agresseur qui, précise-t-elle, a l'accent mexicain. L'ADN du violeur est comparé aux échantillons de la base de données nationale, sans résultat. Un an plus tard, à quelques 1500 km de là, à Houston, dans le Texas. Claudia Benton, âgée de 39 ans, mère de 2 enfants, dort tranquillement chez elle. C'est la nuit, quelques jours avant Noël. Elle était en train de dormir. Il a réussi à entrer et il a pris une statuette en bronze sur la cheminée dans le salon. Il l'a frappée comme un enragé. Les fractures du crâne auraient suffi à la tuer. Mais il l'a poignardée 3 fois dans le dos avec un énorme couteau de boucher.
La victime est violée alors qu'elle était déjà morte ou mourante. Sa maison jouxte la voie du chemin de fer. Un train est passé et ça a fait un bruit d'enfer. C'était assourdissant. Et je me suis dit, voilà une couverture parfaite pour pénétrer chez quelqu'un sans se faire entendre. Cette fois, en plus des échantillons d'ADN, des empreintes sont prélevées sur la scène de crime. Ces dernières correspondent à celles d'un délinquant récidiviste, Rafael Resendez Ramirez. Ce pseudonyme, comme le découvre la police, n'est que l'un des nombreux faux noms d'Andrel Maturino Resendez, un Mexicain arrêté dans différents États pour des délits mineurs, dont certains remontent à plus de 20 ans. Il avait 16-17 ans quand il a été arrêté pour la première fois. Et le FBI lui a attribué un numéro personnel en 1995 en Californie. Il avait été capturé près d'une voie ferrée, armé d'un pistolet. À l'époque, personne ne fait encore le lien entre le meurtre de Claudia Benton et l'agression de Chris Mayer et Holly Dunn dans le Kentucky. Quelques mois plus tard, un nouveau meurtre est commis dans la petite ville de Weimar, au Texas, à 150 km de Houston. Le pasteur Norman Siernick et son épouse Karen sont découverts assassinés dans leur lit. Ils ont été tués dans leur sommeil, à coups de marteau. La femme a été violée. La procureure Devon Anderson du comté de Harris est chargée de l'accusation. Il surveillait ses victimes. Ce n'est pas par hasard que tous ces gens ont été tués dans leur sommeil. Il les surveillait, attendait qu'ils aillent se coucher, pénétrait chez eux et les frappait, avant qu'ils aient eu le temps de se réveiller. Il fallait absolument qu'on l'attrape. Comme Claudia Benton, Norman et Karen Siernick vivaient tout près d'une voie de chemin de fer. Pour les policiers texans, ce n'est pas une coïncidence. Ils contactent d'autres commissariats enquêtant sur des crimes similaires et obtiennent rapidement une réponse de leurs collègues du Kentucky. L'ADN prélevé dans l'affaire Holly Dunn et Chris Mayer est identique à celui découvert sur les scènes de crime au Texas. Avec 4 meurtres commis dans 2 États différents, les autorités savent désormais qu'elles ont affaire à un tueur en série très mobile. C'est là qu'on a compris que cette personne avait déjà tué et continuerait à tuer. L'ADN et les empreintes qui correspondent, la description du violeur par Holly Dunn, la police est sûre que Resendez est son homme. Il est extrêmement dangereux, extrêmement violent. Il faut l'empêcher de sévir. Le FBI, les Texas Rangers et la police du Texas unissent leurs forces. Ils pensent que l'homme se déplace par le rail, embarquant clandestinement à bord de trains de marchandises pour échapper aux recherches. Il pouvait être n'importe où. Au Canada, chez lui, au Mexique. On n'en avait strictement aucune idée. On avait des hommes à cheval, des hélicoptères. Il fouillait les gares, surveillait tous les convois, et s'il repérait quelqu'un, on ordonnait l'arrêt du train. Les recherches sont d'autant plus difficiles que Resendez change sans arrêt d'apparence. Les gens avaient peur. Ils le voyaient partout. Un mois après l'assassinat de Norman et de Karen Siernick, 2 autres personnes sont tuées le même jour à 150 km de distance. À Houston, Noémie Dominguez est retrouvée morte dans son appartement situé près d'une voie ferrée. Son meurtrier l'a sauvagement frappée avec un pic à glace. Puis il a volé sa voiture et s'est rendu à Weimar où il s'est servi de la même arme pour tuer Joséphine Kowinska, une femme de 73 ans. Il continuait à tuer. Il n'arrêtait pas. Et son mode de déplacement, c'était une idée géniale. C'est impossible de surveiller tous les trains. Il y en a des milliers. Et il y a des millions de kilomètres de voies ferrées partout aux États-Unis. Quelques jours plus tard, à 1600 km de là, dans l'Illinois, le tueur frappe de nouveau.
Sachez que Rafael Resendez Ramirez figure sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Le premier meurtre remonte maintenant à 2 ans. Et les autorités ne savent toujours pas où se cache Resendez, ni même s'il est encore sur le territoire américain. Je me sentais complètement impuissante. La cavale de quelqu'un qui dort dans des trains ou à la Belle Étoile peut durer extrêmement longtemps. Je pensais qu'on ne l'attraperait jamais. Mais en juin 1999, l'enquête connaît un formidable rebondissement. La police découvre que Resendez a une sœur aux États-Unis et la persuade de le convaincre de se rendre. L'incroyable se produit alors. Le tueur conclut un marché avec la police qui promet d'accorder à sa famille un droit de visite et de le soumettre à une évaluation psychologique. Et le 13 juillet, il traverse la frontière et se livre aux autorités. Il s'est rendu volontairement et conformément aux souhaits de sa famille. Je n'avais jamais ressenti un tel soulagement de toute ma vie. Je me suis dit, Dieu merci. Lorsqu'elle apprend l'arrestation de son agresseur, Holly Dunn se retrouve confrontée à son douloureux passé. J'étais soulagée, bien sûr, mais j'avais encore très peur. Je ne savais pas... Disons que quand il s'est livré, j'ai su que j'allais devoir l'affronter de nouveau. Resendez est impliqué dans 6 meurtres au Texas, 2 dans l'Illinois et 1 dans le Kentucky. C'est dans le tribunal du comté de Harris, durant la lecture de l'acte d'accusation, que Devon Anderson fait face pour la première fois au tueur. Il portait des menottes aux chevilles et aux poignets. Il mesurait environ 1,65 m. Il n'était pas très grand, mais il avait les avant-bras très musclés. Il faisait vraiment peur. Malgré sa petite taille, on sentait qu'il était dangereux. On aurait dit un animal sauvage en cage. Étant donné la solidité des preuves relevées dans l'affaire Claudia Benton, l'accusation décide de concentrer tous ses efforts sur ce seul meurtre. En cas de condamnation, cela lui suffira peut-être à obtenir la peine de mort. Je veux que ce soit vite réglé. Je plaide coupable. D'accord. Resendez ayant avoué avoir tué Claudia Benton, il ne reste plus qu'à établir s'il est fou ou responsable de ses actes. La défense va essayer de prouver son irresponsabilité pénale et si elle y parvient, son client sera déclaré non coupable et interné dans un hôpital psychiatrique. Cela signifie qu'il pourrait être libéré un jour. C'était logique de plaider la folie. Personne ne peut croire qu'un individu normal est capable de telles horreurs. Ce qui m'inquiétait le plus dans ce procès, c'est que les jurés décrètent qu'aucune personne saine d'esprit ne peut commettre de tels actes. Que Resendez soit déclaré fou et condamné à la prison à vie, voilà ce que l'accusation veut éviter à tout prix. La perpétuité, ça aurait fait le bonheur de Resendez. Il aurait eu des correspondants et s'il y avait été autorisé, il aurait accordé des interviews. Il aurait adoré ça. Et je le savais. Or, il ne méritait pas de vivre après ce qu'il avait fait. Il avait causé tant de mal, tant de chagrin et d'effroi. C'est sur cet aspect-là qu'on devait axer notre réquisitoire. La défense décrit au juge un homme atteint de folie. Selon les psychiatres, Resendez souffre d'une schizophrénie paranoïaque qui est la conséquence de blessures à la tête, de la consommation de stupéfiants et d'une lourde hérédité familiale. Il a une perception délirante du monde et il est convaincu de pouvoir provoquer des tremblements de terre, des inondations et des explosions. Ses victimes ne sont que des êtres nuisibles que Dieu lui a ordonné de tuer. Les avocats de la défense ont constitué leur dossier sur la base de ce qu'il leur a dit avoir ressenti au moment du meurtre. Alors que de notre côté, on s'est demandé lequel de ses agissements prouve qu'il savait que ce qu'il faisait était mal.
L'accusation doit apporter la preuve que Resendes n'est pas fou, mais froid et calculateur. À cette fin, elle décortique chacun de ses crimes et montre qu'il a su utiliser le réseau ferroviaire pour se déplacer et éviter de se faire prendre. Enfin, elle laisse entendre qu'il a dérobé des biens appartenant à ses victimes, non pour les conserver comme trophées, mais pour les vendre. Il gagnait sa vie en volant des objets que sa femme revendait au Mexique. Ça, c'était son travail. Après, pour s'amuser, il tuait les habitants de ces maisons. L'accusation parvient à prouver que l'accusé est attentif aux moindres détails, qu'il choisit soigneusement ses victimes et les agresse lorsqu'elles sont le plus vulnérables. Après avoir tué Noémie Dominguez, volé sa voiture et roulé jusque chez Madame Konvichka, il a débranché les fils pour qu'en ouvrant la portière, la lumière ne s'allume pas. Voilà à quel genre d'individu on avait affaire. Il savait très bien passer entre les mailles du filet et échapper aux recherches. Enfin, les déclarations d'un témoin de l'accusation sont accablantes. Pour prouver qu'il était sain d'esprit, notre meilleur atout était un prisonnier de Floride. Cet homme avait passé beaucoup de temps avec lui à la bibliothèque, a étudié la démence dans le droit pénal et a aidé les autres détenus à plaider la folie. Vous imaginez ce que j'ai pensé du discours des avocats de la défense? C'était quelqu'un de très intelligent, qui a profité du système et qui savait exactement quoi dire pour se défendre. L'accusation conclut son réquisitoire. A-t-elle été suffisamment convaincante? Le jury va-t-il déclarer Resendes coupable du meurtre de Claudia Benton ou fou et donc irresponsable pénalement? Après 7 longues heures de délibération, ils rendent leur verdict. Monsieur Resendes, veuillez vous lever. Coupable de meurtre, avec préméditation. Ce verdict a été un soulagement. Je me suis dit, on va enfin pouvoir parler de ce qui nous intéresse vraiment, à savoir ce qui est arrivé aux victimes. On a tous besoin de savoir ce qu'il a fait. Devon Anderson peut requérir la peine capitale. Mais pour l'obtenir, elle va devoir prouver que tous les meurtres ont été commis par Resendes et convaincre les jurys de la sauvagerie de ses actes. Elle produit des photographies prises sur les scènes de crime et appelle à la barre les membres des familles des victimes. Une condamnation à mort doit être prononcée froidement, mais je voulais qu'il le haïsse, qu'il sache quel genre de monstre c'était. Au vu de toutes les preuves, il est clair qu'il sait ce qu'il fait, qu'il agit par choix et qu'il continuera. On n'est pas ici pour dire que c'est un malade. C'est vrai qu'il ne tourne pas rond, il ne va pas bien. Mais cela le rend-il moins responsable moralement? Non. Il fallait convaincre le jury de régler son cas définitivement. C'est terminé. C'est terminé. Le jury doit encore entendre un dernier témoin. 3 ans après son agression, Holly Dunn, la seule victime ayant survécu à son agression, est appelée à la barre. J'étais à l'hôtel avec ma famille. Je me suis réveillée en hurlant, en pleurant. J'étais terrorisée à l'idée de le revoir. Je pensais que je n'y arriverais pas. Devon est venu me parler. J'attendais, j'allais bientôt entrer dans la salle d'audience. Je suis allée la voir. Vous êtes prête? Oui. Il va vous observer. Vous me regardez. Vous ne le regarderez que quand je vous le dirai. Elle m'a répondu, d'accord. Je l'ai serré dans mes bras. Je suis revenue ici et je l'ai fait appeler. Je suis entrée, je suis allée m'asseoir pour témoigner. J'ai évité de le regarder. J'avais les yeux fixés sur Devon. Je me rappelle très bien la première question qu'elle m'a posée. Qu'avez-vous fait le week-end dernier?
J'étais si heureuse de pouvoir répondre. J'étais à la remise des diplômes. C'était ma façon à moi de lui dire « Tu ne m'as pas détruite, je viens d'obtenir ma licence ». Après ça, j'ai parlé de cette nuit-là. La jeune femme raconte au juré toute l'histoire. Chris m'avait dit « Cours si tu peux ». Mais je n'arrivais pas à me détacher les jambes. J'ignore combien de temps après notre agresseur est revenu avec la pierre. Sans crier gare, il a frappé Chris à la tête. J'étais là à me demander qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce qui... Je ne comprenais même pas ce qui venait de se passer. Et là, mon instinct de survie a pris le dessus. Je me suis dit, il va me tuer, alors autant me battre. Il m'a détaché les jambes et m'a grimpé dessus. J'ai commencé à lui donner des coups de pied, à crier, à le frapper. Mais il m'a menacé avec son couteau ou son pic à glace et il m'a dit « Ce serait si facile de te tuer ». J'ai arrêté de bouger et il m'a violée. Resendes n'a pas l'intention de laisser un témoin derrière lui. Il m'a frappé 5 ou 6 fois au visage. Puis j'ai dû mettre la main, tourner la tête et il m'a frappé 5 ou 6 fois à l'arrière du crâne. Il y allait fort. Il essayait de me tuer. J'étais étendue par terre. Il a dû penser que j'étais morte. J'étais tellement fière d'elle. Elle pleurait, elle était bouleversée, mais elle a réussi à vider son sac. Les jurés pleuraient. Devon pleurait. Devon Henderson va poser maintenant à Holly une dernière question qui est la clé de voûte de son réquisitoire. J'avais attendu ce moment pendant tout le procès. Je voulais qu'une de ses victimes le défie du regard. Elle était la seule à pouvoir le faire. On m'a demandé, pouvez-vous nous dire comment il est habillé? Et là, j'ai su que j'allais devoir le regarder. Je l'ai regardé, je l'ai montré du doigt et j'ai dit, il porte une chemise blanche. En prononçant ces mots, j'ai senti des bourdonnements dans les oreilles. J'ai eu très chaud. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle l'a regardé dans les yeux et l'a identifié. Ça a été un grand moment. Parce qu'il fallait qu'elle le montre du doigt pour tous ces gens qui étaient assis dans la salle et pour tous ceux qui étaient morts. Il fallait qu'elle le fasse et elle l'a fait. Je l'ai vu, il avait le visage inexpressif. J'ai craqué et on a dû me porter à l'extérieur de la salle. J'étais détruite, vidée. J'ai donné tout ce que j'avais à donner durant ce procès. Resendes a été condamné à mort. En 2006, son dernier appel ayant été rejeté, il a été exécuté par injection létale. Aujourd'hui, Holly Dunn dirige une association d'aide aux victimes de crimes violents. C'est arrivé et je vais devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours.
Mais ce n'est pas ce qui me définit. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour Chris surtout, mais aussi pour toutes les autres victimes de Resendez. Parce qu'on les a aimées et qu'elles ne sont plus là. La vie m'a accordé une deuxième chance et je veux en profiter au maximum.